Salut et bienvenue sur ma chaîne où on parle de littérature horrifique. Moi, c'est Madame la Mort. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour à la campagne, mais pas pour aller cueillir des champignons. On va plutôt participer à des rituels païens, faire des poupées en épis de maïs et peut-être même aller danser dans la forêt avec le diable. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de folk horror. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente sur les sorcières et vous avez été plusieurs à me suggérer de faire une vidéo sur le sujet. Ça m'a tout de suite emballée et je suis ravie de revenir aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors c'est quoi exactement le ou la folk horror? C'est un sous-genre de l'horreur qui, comme son nom l'indique évidemment, s'inspire du folklore, des légendes locales, des superstitions, bref, tout ce qui traîne dans les campagnes depuis des siècles. Adam Scovell, qui publie Folk Horror, Hours Dreadful and Things Strange, le définit en 4 critères. Premièrement, un paysage rural isolé, la campagne, les bois, les champs, un village perdu, souvent vu à travers les yeux d'un citadin qui débarque et ne capte pas grand-chose aux codes du coin, souvent une forte opposition entre la ville et la campagne. Deuxièmement, une communauté étrange ou repliée sur elle-même, des locaux qui ont des traditions obscures, des secrets à cacher. Troisièmement, des croyances païennes, anciennes, que l'on pensait oublier, et souvent dans le folk horror, le passé cherche à refaire surface, sortir de la terre. Et quatrièmement, tout va mener en général à un rituel, une cérémonie ou un sacrifice qui là va faire vraiment basculer l'histoire dans l'horreur et donc ramener l'horreur dans le folk. Alors le terme est assez récent, on l'utilise couramment depuis les années 2000, 2010 encore plus, mais à la base il a été utilisé en référence à une vague de cinéma britannique des années 70 avec 3 films en particulier, la Holy Trinity, The Wicker Man, il est extraordinaire, vraiment un chef-d'œuvre du folk horror, vraiment la base, donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. La version originale par contre, pas le remake, avec Christopher Lee. The Blood on Satan's Claw, que j'ai beaucoup aimé. Witchfinder Général, celui-là avec Vincent Price, et là on est plus sur de l'horreur historique avec une histoire de chasse aux sorcières. Mais le folk horror ne naît pas avec le cinéma dans les années 70, bien avant ça, fin 19e, début 20e, des écrivains s'inspirent d'ouvrages d'anthropologie de l'époque, comme le Rameau d'or de James Frazer, qui influencera aussi d'ailleurs The Wicker Man, puisqu'on le redécouvrira dans les années 70. Ces écrivains vont puiser dans ces traditions rurales perdues, les rites anciens, les légendes, etc., pour écrire des histoires flippantes et nous proposer donc du proto-folk horror. Alors la trinité littéraire est elle aussi britannique, 3 auteurs qui vont poser les bases du genre bien avant qu'on donne à celui-ci le nom de folk horror, et vous allez voir, tout y est déjà. En premier, Le Grand Dieu Pan, un chef-d'œuvre de la littérature fantastique que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être. Une nouvelle qui commence sur une expérience hyper étrange. Le docteur Raymond expérimente sur une patiente, Mary, pour lui permettre de voir le monde caché derrière le monde. L'expérience est un succès, ou plutôt un désastre, ce que Marie perçoit n'est pas du tout fait pour les yeux humains. On suit ensuite un témoin de l'expérience qui va enquêter sur une série d'événements mystérieux qui semblent tous liés à un personnage féminin hyper inquiétant. Machen adore jouer sur cette idée du surnaturel et de l'occulte qui font intrusion dans la réalité. C'est un texte qui a beaucoup influencé Lovecraft, qui considère Machen comme un des maîtres de l'horreur surnaturelle. Le Grand Dieu Pan pose clairement les bases du folk horror ésotérique. Ensuite, Algernon Blackwood, autre grand maître du fantastique et qui a également influencé Lovecraft. Les Souls, c'est carrément de l'horreur cosmique avant l'heure, mais ici c'est la nature qui est menaçante. On suit 2 voyageurs qui passent par une zone sauvage, une sorte de forêt de saules au milieu de nulle part. Très vite, la nature autour d'eux semble devenir consciente, hostile, comme si quelque chose les observait. L'ambiance est incroyable, lente, immersive, hyper oppressante. La nature est consciente, mais pas franchement sympa. Et enfin, M.R. James, plus connu lui pour ses histoires de fantômes, pose également les bases du folk horror. Chez lui, les fantômes sortent du passé, des traditions rurales, de rites oubliés ou de vieilles reliques. Son style est hyper british. Souvent, il s'agit d'un antiquaire, d'un universitaire qui part faire de la recherche dans un vieux manoir ou une église isolée et qui découvre un objet qui aurait dû rester enterré. Et bam, le passé revient se venger. Phénomène hyper récurrent du folk horror, comme je vous le disais. Souvent, les choses du passé cherchent à refaire surface, sortir de la terre pour venir nous hanter. Les croyances anciennes ne meurent jamais vraiment et ceux qui creusent un peu trop profond pourraient bien le payer très cher.
Alors même si cette trinité est incontournable, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a énormément d'autres auteurs. Par exemple, je pense à John Buchan. Dans Witchwood, on se retrouve dans un village écossais du XVIIe, où une communauté secrète se livre à des rites nocturnes dans la forêt. On y retrouve la ruralité, une communauté étrange, des rites anciens, des conflits religieux et une forêt qui observe, toujours. C'est un roman souvent cité comme précurseur du folk horror moderne. Et évidemment, on pourrait ajouter d'autres auteurs britanniques de l'époque qui vont s'inspirer du folklore, des légendes rurales, des croyances anciennes. Bref, il existe tout un terreau littéraire qui préparait déjà l'explosion du folk horror dans les années 70. La plupart de ces histoires sont des short stories ou des nouvelles, assez rapides à lire. Je vous invite à les savourer, pourquoi pas cet hiver au coin du feu, avec une tasse de thé, a cup of tea, of course. Toutes ces histoires dont on vient de parler ont posé les bases avec cette nature hostile, ces rites anciens, ces forces mystérieuses qui cherchent à ressurgir du passé. Toutes ces influences vont traverser ensuite l'Atlantique et se retrouver dans les weird fiction américaines, notamment avec Lovecraft, mais ensuite ses successeurs. Je vous recommande à ce propos une nouvelle que j'adore de Robert Bloch de 1950 qui s'appelle Les Serviteurs de Satan en français. C'est pas vraiment du folk horror, mais c'est quand même un parfait petit mix entre folklore satanique, enquête à la Witchfinder générale et communauté rurale plus que suspecte. Toujours dans les années 50 aux États-Unis, il y a une nouvelle qui va énormément apporter au genre. En 1950, publiée la première fois dans le New Yorker, c'est La Loterie de Shirley Jackson. Alors, c'est pas du folk horror pur, mais plutôt un savoureux mélange d'horreur rurale, sociale et domestique. On est dans une petite ville où les habitants s'adonnent à un rituel collectif particulièrement horrible. L'influence de cette nouvelle se retrouvera jusque chez Stephen King. On étudie encore le texte dans les écoles américaines et je ne vous encouragerai jamais suffisamment à lire Shirley Jackson. Je trouve qu'elle est vraiment sous-estimée, on n'en parle pas assez, elle est clairement underrated. Aux États-Unis un peu moins évidemment, mais en France carrément néant quoi. Je lui dédierai très certainement une petite vidéo à l'occasion si ça vous branche. Alors c'est à la fin des années 60 que le folk horror prend vraiment sa forme la plus identifiable, avec la trilogie de films dont on parlait au début, Wicker Man, Blood on Satan's Claw, Witchfinder général, mais aussi des dizaines et des dizaines d'autres films. Je vous invite à regarder le documentaire qui existe, qui est en 3 parties, il me semble, Woodlands Dark and Days Bewitched, une exploration du folk horror en profondeur et des dizaines de recommandations cinématographiques, c'est très complet, j'ai adoré. Alors les 70s, c'est évidemment une période où on se passionne pour le paganisme et les rites anciens. On redécouvre aussi le rameau d'or de James Fraser. Entre les hippies, la contre-culture, la Wicca, le New Age, l'écologie, le terrain est plus que propice à l'explosion du genre et soudain les rituels saisonniers ont l'air fascinants. Et pendant que la Grande-Bretagne vit son âge d'or, les États-Unis, eux, construisent leur propre vision du folk horror. Souvent, elle bâtie sur la confrontation citadin-hillbillies, sur les communautés religieuses souvent repliées sur elles-mêmes, les champs de maïs à perte de vue et les festivals des moissons en tout genre. Bref, une Amérique profonde qui a beaucoup à cacher. On pense à des films comme Délivrance ou La colline à des yeux pour cette ambiance de l'époque. Un nom essentiel qui s'impose à cette période dans la littérature horrifique, c'est Thomas Tryon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Tryon, c'est l'auteur de The Other qui, avec L'Exorciste et Rosemary's Baby, fait partie de la Holy Trinity des Paperbacks from Hell. 3 bouquins, 3 œuvres majeures qui, au début des années 70, vont relancer la littérature horrifique et recréer un engouement auprès des lecteurs. Mais c'est de Harvest Home dont on va parler aujourd'hui. La fête du maïs en français, son roman de 1973, sans doute l'exemple le plus parfait de folk horror made in USA. Un jeune couple de New York décide de s'installer dans le village agricole ultra pittoresque de Cornwall Combe. Mais alors que Bess et sa fille semblent vite prendre leur marque, rentrer à fond dans les rituels et les traditions locales, et se faire ami-ami avec la veuve, une sorte de matriarche guérisseuse et figure incontournable du village, le père Ned, lui, est un peu plus sur ses gardes. Et très vite, il va se rendre compte que toutes ces petites fêtes de village cachent quelque chose de louche et qu'il vaudrait mieux faire l'impasse sur la grande cérémonie de Harvest Home. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman, même si les personnages féminins de Thomas Tryon sont quand même pas mal caricaturaux. On sent qu'il a quand même un vrai problème avec le pouvoir féminin. Faut dire que les années 70, c'est aussi le moment où se déploie la révolution féministe aux États-Unis, et on sent quand même certaines peurs masculines dans ce roman.
Mais ce qui est absolument génial, c'est que Tryon, en couchant toutes ses peurs un petit peu sur le papier, crée sans s'en rendre compte et un peu malgré lui, une société matriarcale hyper puissante. Du coup, c'est un peu paradoxal. Le bouquin est à la fois patriarcal et en même temps féministe. Enfin, les femmes dirigent absolument tout. Elles contrôlent le village, gèrent la politique locale, organisent les rites, manipulent les hommes, dictent les règles et détiennent le savoir, le sacré, les cycles, les pouvoirs agricoles. Ça en fait une œuvre super intéressante à analyser. Mais au-delà de ça, le rythme, l'ambiance rurale, le folklore et toute l'intrigue autour du cycle des moissons sont géniales si vous aimez le folk horror rural. Il existe une adaptation en mini-série télé avec Bette Davis et Rosanna Arquette de 78, c'est pas ouf, mais elle existe. Alors Stephen King, à la fin des années 70, vient lui aussi apporter son petit grain de maïs à l'édifice, notamment avec Children of the Corn en 1977, où des enfants fanatisés fondent une secte meurtrière et vénèrent une entité qui rôde parmi les épis de maïs. Dans son œuvre en général, d'ailleurs, le maître de l'horreur pose souvent une ambiance de petite communauté rurale et aborde très souvent le thème du passé qui revient hanter les vivants, comme dans Cimetière. De manière générale, aux États-Unis, quand une maison est hantée, c'est quand même souvent qu'elle a été bâtie sur un ancien cimetière indien. On ne compte plus le nombre de paperbacks qui ont surfé sur cette vague dans les années 80. Un en particulier que j'aime bien, que j'ai mis dans la sélection, qui est Ancient Images, ancienne image, je pense en français, de Ramsey Campbell. Il existe dans la collection J'ai lu des années 80, il me semble. Ici, retour en Angleterre, dans les villages isolés, les vieilles croyances locales et les secrets de famille enfouis. Campbell mélange un côté folk, païen, avec une enquête autour d'un film d'horreur maudit disparu. C'est mystérieux, atmosphérique, un peu bizarre et totalement 80s dans la vibe. Campbell est un très bon auteur, donc vous pouvez y aller. À partir des années 2000-2010, on assiste à un véritable revival du folk horror, entre les films comme Midsommar, l'incroyable chef-d'œuvre d'Ari Aster, The Witch de Robert Eggers et une nouvelle génération d'auteurs sombres, le genre revient en force. L'un des auteurs les plus importants du genre, c'est sûrement Adam Nevill. Alors j'ai pas été super fan de l'adaptation de son roman Le Rituel sur Netflix, par contre le bouquin j'ai vraiment adoré. J'ai tout de suite été prise dans l'intrigue, le côté wilderness horror comme Nick Cutter ou The Ruins de Scott Smith, la survie en milieu hostile, randonnée dans les bois qui tourne mal, Blair Witch, tout ça, avec une bande de potes que j'avais vraiment envie de suivre. Et à la moitié du bouquin, on bascule dans complètement autre chose, et pour moi c'était vraiment la vraie surprise et la force du bouquin, que j'ai malheureusement pas retrouvé dans le film. Je veux pas vous spoiler, mais on se retrouve dans la deuxième partie avec une bande de black métalleux dans un mauvais délire bien vénère. Je crois que Adam Nevill s'est inspiré de Lords of Chaos pour créer cette partie. Du coup, ouais, c'est assez fascinant et assez intéressant et je m'y attendais pas du tout que ça switch comme ça dans la deuxième partie du bouquin. Donc ouais, moi j'ai bien aimé et je pense que même pour les fans de musique extrême, c'est assez cool. Il a pas écrit que ça, son ouvrage Cunning Folk notamment me fait de l'œil. Il paraît que c'est son meilleur roman, donc c'est dans ma PAL. Un autre auteur incontournable de folk horror actuel, c'est Michael Hurley. Mais alors là, je vous invite à aller vous faire votre propre idée, parce que moi, j'ai commencé avec Le Jour du Diable, et honnêtement, j'ai vraiment pas accroché. Alors je sais que c'est un super auteur, qu'il a eu nombre de prix littéraires, etc. Mais moi, Le Jour du Diable, j'ai trouvé ça franchement chiant à mourir. Il se passe absolument rien. Alors bien sûr c'est volontaire, il cherche surtout à installer une atmosphère, nous transporter à la campagne, on est dans du cozy horror, mais ça me laisse complètement froide. Je me suis pas particulièrement attachée aux personnages, l'intrigue il y en a pas, leurs discussions sont pénibles. Honnêtement j'habite dans un petit village et il se passe 1000 fois plus de trucs quand je vais à la boulangerie. Je tenterai peut-être son autre bouquin The Lonely, et je suis aussi curieuse, ceux qui ont lu du coup Le Jour du Diable, avoir vos avis, vos impressions, je sais pas, peut-être que vous avez une autre perception. Moi, je sais que j'ai pas accroché, donc voilà. Dans un tout autre folklore, cette fois amérindien, on est obligé de mentionner Stephen Graham Jones. Dans Only Good Indians, 4 hommes sont hantés par une faute commise dans leur jeunesse et traqués par une présence qui revient leur demander l'addition. On est moins dans le folklore européen et plus dans la culpabilité, le passé qui réclame justice et la nature comme juge. Les liens qui unissent les Amérindiens, ici les Blackfeet à la nature et aux animaux, sont quand même uniques, tout comme leur folklore. Et même si on oscille entre horreur et thriller, j'ai été super émue par moments. Il y a des scènes qui m'ont vraiment bouleversée, touchée profondément. Ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est qu'il va raconter l'horreur en la reliant directement au poids du passé pour les peuples amérindiens. Son écriture est parfois un peu déroutante. J'ai mis du temps personnellement à rentrer vraiment dedans. Mais une fois qu'on
on fait cet effort-là, franchement, ça en vaut la peine et ça devient vraiment beau. Stephen Graham Jones a quand même une intensité et une originalité assez rares. Le revival a également entraîné toute une ribambelle de nouveaux romans et de sous-genres du sous-genre du folk horror, comme par exemple le witchy folk horror, donc le folk horror qui va plutôt s'intéresser aux sorcières et aux chasses aux sorcières. Je vous en parlais évidemment, du coup, dans ma vidéo sur les sorcières, je vous parlais de Slewfoot, que j'ai adoré, de Brom, qui malheureusement, désolé, n'est pas disponible en français celui-là, il faudra attendre un petit peu. Et j'en profite pour vous remercier pour toutes vos recommandations sur la littérature horrifique de sorcières. J'ai bien noté tous les titres et du coup ma PAL s'est un peu agrandie, mais bon, c'est cool, je vous remercie. Du coup, je vous rends l'appareil avec un autre bouquin que j'ajoute éventuellement à votre liste. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire, il est trop cool. C'est X de Thomas Hold Evelt, je suis pas sûre de la prononciation. Ce bouquin, j'ai vraiment adoré. J'ai pas du tout envie de vous le spoiler, parce que moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'avoir la surprise à la lecture et de comprendre vraiment par moi-même au fil des premières pages ce qui était en train de se passer et le setting, etc. Alors bon, il y a quand même une sorcière, il y a quand même une communauté rurale, isolée, etc. Mais honnêtement, c'est comme pour les très bons films, moins on en sait, finalement mieux c'est. Et du coup, la découverte est d'autant plus agréable. J'ai été déçue par contre par Water Shall Refuse Them. Il n'existe pas en français, je crois, donc je vais pas m'attarder dessus. Il y a quelques scènes de cruauté animale avec des petits oiseaux et tout ça. C'était pas trop mon délire, donc j'ai même carrément arrêté la lecture. Clairement, on est plus dans du folk horror psychologique. Donc c'est pas complètement inintéressant, je pense, mais bon, je sais pas, je suis pas allée au bout. Pour ceux qui lisent l'anglais et que vous voulez faire littéralement craquer votre PAL, il existe beaucoup de nouveaux titres, ainsi que des anthologies. Une que je recommande, c'est The Mammoth Book of Folk Horror. Comme toujours avec les Mammoth Books, la sélection, elle est vraiment solide. Vous retrouverez les grands noms du genre, Blackwood, Machen, Ramsey Campbell, etc. Mais aussi des auteurs moins connus comme Karl Edgar Wagner. Dans sa nouvelle Styx, un classique du folk horror qui a inspiré le show True Detective, et certainement Blair Witch aussi, même si c'est pas officiel, un illustrateur découvre dans les bois d'étranges structures faites de petits bâtons assemblés. Plus il enquête, plus il réalise qu'il est tombé sur quelque chose d'ancien et de très mauvais, et que ces motifs apparaissent partout. C'est une nouvelle vraiment référence pour l'imagerie Styx Figure dans le folk horror moderne. Styx Figures. Jusqu'ici, on a surtout parlé de folk horror british ou américain, mais évidemment, chaque pays, chaque région a son propre folklore, et donc son folk horror maison. Pour commencer, un territoire incroyablement riche, c'est l'Europe de l'Est et les pays slaves. Un exemple emblématique, c'est le superbe film Vie ou le diable, une œuvre que j'adore, inspirée d'une nouvelle de Nicolas Gogol. C'est l'histoire d'un jeune moine forcé de veiller 3 nuits durant le corps d'une sorcière, qui a du mal à rester tranquille. C'est pas la seule merveille venue de cette région, on trouve aussi des ovnis fantastiques, comme Leptirica de 1973 ou Valerie and her Week of Wonders de 1970. Au Mexique, ensuite, on trouve aussi une veine passionnante de folk horror, souvent liée aux traditions précolombiennes, aux mythes aztèques ou aux découvertes archéologiques du XXe siècle. Mais surtout, il y a un film que j'adore, c'est Alucarda de 1977, un pur bijou d'horreur gothique mexicaine, librement inspiré de Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est satanique, sensuel et visuellement sublime. Aujourd'hui encore, la littérature gothique et horrifique mexicaine s'inspire énormément du folklore local et est en pleine explosion. Je vous invite à aller creuser de ce côté-là. Le Japon possède aussi une culture monstrueuse en termes de folklore, une tradition qui remonte à des siècles, pleine d'esprits, de créatures et de légendes transmises de génération en génération. Certains folkloristes japonais ont consacré leur vie à rassembler toutes ces légendes dans les villages. Les fameux yokai et yurei, ces esprits, monstres, fantômes et créatures étranges sont présents partout, dans la littérature, l'art populaire et évidemment au cinéma. Comme dans Kwaidan de 1964, une anthologie sublime, inspirée directement des histoires recueillies par Lafcadio Hearn, ou Onibaba de 1964, un chef-d'œuvre qui mêle superstition, guerre et punition spirituelle. Et dans un registre plus moderne, Junji Ito revisite parfois le folk horror, comme avec Kakashi, une histoire de village, d'épouvantail et de traditions rurales malsaines.
Ayant personnellement vécu aux Antilles, j'aime beaucoup aussi le folklore caribéen. Il y a des histoires, des mythes et des légendes hyper flippantes comme le Soukounian qui me fascine pas mal. Certains m'ont parlé d'une femme qui enlevait sa peau et la nettoyait dans l'eau, dans l'océan la nuit. Pour d'autres, une boule de feu. Ça reste quand même un mystère. D'ailleurs, si vous avez d'autres histoires folkloriques dans votre région, etc., n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire. Je suis assez friande de tout ça. Une vraie petite pépite aussi que j'ai vue récemment en film, c'était Mystics in Bali, c'était complètement fou. Et un joli livre aussi sur les légendes folkloriques et les créatures paranormales du monde entier. Ça s'appelle Légendes mystérieuses et les illustrations de Ricardo Di Segno sont absolument superbes. Alors bon, du coup, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a en France chez nous? Je me suis posé la question et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais très certainement lu du folk horror français sans vraiment le savoir. D'abord, on a Claude Seignol, immense folkloriste et écrivain fantastique français qui a collecté et réécrit énormément d'histoires de campagne, souvent très sombres. Et puis dans ma région ensuite, la Bretagne, que j'adore. Comment ne pas citer Anatole Le Braz. Son livre La légende de la mort, c'est un monument du folklore breton, entre superstitions, croyances, légendes locales comme celle de l'Ankou et bien d'autres. C'est absolument génial, je vous le recommande. Petit bonus avant de conclure, un petit trésor à vous conseiller, c'est le magazine Elbor, une revue britannique papier, un peu façon fanzine old school, fondée en 2019. On y trouve des articles sur le folk horror, la sorcellerie, l'occultisme, les lieux sacrés, bref, tout ce qui plaît aux amateurs du genre. En plus, la DA est juste complètement folle, c'est absolument dingue, c'est genre magnifique, je suis absolument fan. D'ailleurs, je suis tellement fan que j'ai commandé aussi sur leur site le guide de la Grande-Bretagne occulte, avec tous les lieux hantés à visiter en Angleterre, et également leur jeu de cartes, qui est archi cool. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon du folk horror. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller flâner dans la forêt et de relire peut-être certains classiques. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sous-genres horrifiques dont vous aimeriez que je vous parle. Et surtout, dites-moi s'il y a des romans ou des nouvelles de folk horror que j'ai loupés, que vous avez adoré ou que vous me conseillez absolument qu'il faut pas que je rate. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de recommandations littéraires obscures. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Salut!